Salut! Vous écoutez Confidence d'un sportif, un podcast réalisé par Sacha et Natacha. Ensemble, on a toujours beaucoup parlé de sport. On débat de chaque actualité, de nombreuses personnalités suscitent notre intérêt et beaucoup de sujets nous questionnent encore aujourd'hui. Alors, on est parti à la rencontre de sportives et de sportifs, et aujourd'hui, on vous fait découvrir des parcours de vie atypiques, des personnes inspirantes et des thématiques qui nous paraissent importantes à mettre en lumière. On espère que ces conversations vous plairont autant qu'à nous. Bonne écoute! Je vais essayer de danser pour inspirer, pour donner aussi aux filles une référence féminine. Le premier truc qu'on m'a dit quand j'étais petite, c'était une fille et tu ressembleras pas à un garçon. On est dans une discipline qui est assez masculine. Paris 2024, ils ont géré la scène, elle était incroyable. Le public, mais qu'est-ce qui nous a bien accueillis. On vous embarque aujourd'hui pour un nouvel épisode avec Carlotta Dudek, danseuse de break de l'équipe de France. Si vous l'avez déjà encouragée pendant les Jeux de Paris, vous serez d'autant plus transporté par son enthousiasme et son désir de faire comprendre son sport au grand public. Car oui, le break est un sport atypique, un langage à part entière. Nous espérons que cette discussion vous apportera autant de bonnes ondes qu'elle nous en a apporté. Bonne écoute! Salut Carlotta, bienvenue chez nous. Hello. Pour être tout à fait honnête, ça fait super longtemps qu'on voulait t'inviter dans le podcast, donc merci beaucoup d'avoir accepté. Trop bien, merci pour l'accueil. Alors, on a un objectif pour cette discussion, c'est de faire découvrir le break aux auditeurs qui, je pense, ont découvert le break pendant les Jeux l'été dernier, Jeux auxquels tu as participé d'ailleurs, on en reparlera. Mais je pense que tu vas pouvoir nous expliquer l'environnement du break, comment tu t'entraînes, comment se passe un battle, parce que c'est quand même un sport atypique. Et d'ailleurs, c'est mi un sport, mi un art. On y reviendra aussi, c'est trop intéressant tout ça. Avant qu'on se lance, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Du coup, je m'appelle Carlotta Dudek, j'ai 23 ans maintenant. Je fais du breakdance depuis que j'ai 6 ans. J'ai commencé à l'école primaire et ça a tout de suite été assez évident. Je voulais continuer là-dedans. En 2022, j'ai pu déménager à Paris parce que c'est bon, le break faisait son entrée au jeu et l'INSEP nous ouvrait ses portes. Donc ça a été le moment où j'ai pu me dédier à 100% dans la danse et démarrer ma carrière professionnelle dans le break. Comment tu décrirais ce qu'est le break pour ceux qui ne connaissent pas du tout ? Pour ceux qui connaissent pas, tout simplement, je dirais c'est de la danse, c'est la seule discipline qui se pratique au sol. Donc il va mêler des mouvements qui sont techniques et acrobatiques. Et après, pour aller plus loin, je dirais que c'est une discipline qui est riche. Une discipline qui mêle différents univers. On a le côté sport, le côté art et aussi le côté culturel, puisqu'on appartient à ces disciplines hip-hop, où il y a peu de règles, peu de codes. Tu viens avec qui t'es pour t'exprimer, mettre en avant ta personnalité, et c'est comme ça la base de nos échanges. Est-ce que tu pourrais expliquer l'histoire du break ? Le break naît dans les années 70, dans les quartiers de New York. C'est une discipline justement qui naît pour des personnes assez en marge de la société, des personnes qui sont mis à l'écart et justement qui se réunissent pour exister. Ils ont des choses à dire, ils ont des choses à exprimer, aussi pour mettre les tensions de côté. Le break et le hip-hop naît vraiment dans cette optique-là, de pouvoir envoyer un message de paix et se réunir autour de ces disciplines-là, comme le rap et la danse. Et après, c'est une discipline qui a beaucoup voyagé et qui s'est exportée. La France, on est un pays qui est super important. Je trouve que c'est important de le mentionner dans le développement du break parce que justement, on a des structures qui sont capables de pouvoir organiser des événements et donc les premières grandes scènes, au final, elles étaient assez présentes en France. On a le Battle of the Year, on a le Battle Pro par exemple, et ça permettait d'inviter des danseurs du monde entier et d'exposer le break sur des scènes différentes. J'aime bien ce côté-là où en fait on peut danser autant dans un gymnase, mais aujourd'hui ça va jusqu'au théâtre, ça va même jusqu'à la scène des jeux. Ouais, c'est fou. Beaucoup de gens pourraient vraiment penser que c'est du hip-hop le break. Et en fait, tu le disais tout à l'heure, ça en fait partie. Mais est-ce qu'en soi, il y a quand même une différence entre le hip-hop et le break ou pas ? Alors du coup, ça c'est important. Jusqu'à aujourd'hui, mon papa il me dit « Ouais, tu fais du hip-hop ?» Je me dis « Papa, non !» En gros, le hip-hop, ça englobe vraiment toute cette culture-là, toutes ces disciplines. Donc on a le DJing, le graffiti,
le beatbox, la danse. Et en fait, dans la danse, on a différents types de danse. Les danses debout, on va avoir du locking, du popping, de la house. Et du coup, le break, c'est la seule danse qui se pratique au sol. D'accord. Parce que le hip-hop, ça se pratique... Enfin, je sais que j'en ai fait 6 mois. Mais parfois, il y avait des mouvements où tu es vraiment au sol et tu as des postures. Oui, totalement. Dans les danses debout, justement, il y en a qui s'aventurent un petit peu. Tu peux avoir des mouvements au sol, mais la majorité, tout se pratique en haut. Comment t'as découvert le break en fait? Parce que nous, jeunes, on n'a jamais entendu dire quelqu'un, je suis dans un club de break, je vais prendre ma licence de break. Enfin, nous, c'était des sports très communs. Mais comment toi, ça t'est venu, le break? Ouais, je te rejoins sur ça. Moi, ça a été au hasard. En fait, c'était à l'école primaire. À la base, je voulais aller faire du judo, rien à voir. Et je pouvais plus aller au cours, donc pour me consoler, on m'a amené faire du break. Et là, ça a été le coup de cœur. Moi, j'en avais jamais vu autre part. La majorité des danseurs, ils connaissent via des films, aussi le film du Battle of the Year. Et donc, ouais, moi, c'était cette rencontre au hasard. Et c'est vrai que même à cette époque, on parlait pas de break comme une discipline sportive. Et pourtant, moi, du fait de le connaître dans un cadre qui est assez institutionnalisé, bah, quand on me demandait c'était quoi ton sport, bah, je disais le break. Donc c'est vrai que c'était une rencontre qui était assez atypique. Aujourd'hui, on en voit de plus en plus dans les écoles. Et je trouve ça cool. Je trouve ça vraiment bien. Et voilà. On s'est un peu renseigné sur la pratique du break avant de faire l'enregistrement. Donc on a vu que ça se déroulait en battle. Est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est un battle ? Ouais, le battle, c'est vraiment la base de nos échanges. En gros, c'est une compétition, c'est en face-face. Ça peut se faire en différents formats. Ça peut être du 1 contre 1 et après, ça peut aller jusqu'à du 12 contre 12. Et le but, en fait, c'est de s'affronter en question-réponse. Moi, je vais danser et toi, tu vas me répondre. Et le but, c'est au final, c'est comme un combat, mais avec de la danse. Chacun se défend avec ses armes, son matériel, sa danse qu'il a à dire et à exprimer. Et du coup, on a un jury qui vote. Traditionnellement, les votes se font à main levée. Donc 3, 2, 1, bah, soit à gauche, soit à droite, soit tie-break. Ça, c'est quand le jury n'arrive pas à se décider et il faut un passage en plus. Là, le système, il évolue. On voit des tablettes électroniques justement pour essayer de justifier encore mieux le jugement. Et après, je pense que c'est important de le dire, les autres acteurs, on a le MC, donc c'est vraiment celui qui anime la compétition et sans lui, justement, bah déjà, il n'y aurait pas d'ambiance et ça permet d'introduire aussi tout le monde. Et le DJ. Et un point sur lequel on ne se rend pas compte et beaucoup de gens ne le savent pas, c'est que nous, on ne choisit pas notre musique. Le battle est lancé, le DJ envoie et en fait, toi, instantanément, tu dois t'adapter et danser. Donc la musicalité, c'est un point qui est super important pour nous en battle. Comment tu arrives à, sur le moment, t'adapter et performer sur cette musique. On y reviendra tout à l'heure quand on parlera des JO, du format battle lors des compétitions. Donc là, tu parlais plutôt de la compétition, j'imagine, mais quand c'est hors compète, vous êtes en mode cypher, d'après ce que j'ai vu. Ouais. Le cypher, ça c'est vraiment le langage universel de comment on échange avant même la compétition. Le cypher, c'est un cercle. C'est un cercle et on passe un par un au milieu. Je me rappelle quand j'étais petite, mon entraîneur dire que la place au milieu, elle est précieuse. Donc quand tu rentres dans le cypher, c'est ton moment, c'est à toi de t'exprimer et de montrer ce que tu as. Le cypher, en fait, on le retrouve pour tout. On le retrouve autant pour s'échauffer, aussi pour s'entraîner, mais aussi pour se défier. Tu peux avoir des battles dans un cypher. Et le but, ouais, c'est de pouvoir échanger, interagir, connecter. Il y a encore aussi ce côté question-réponse. Je vais faire quelque chose. Je vois que l'autre, il a fait quelque chose que je sais faire, mais je vais lui montrer à ma manière, à ma sauce. Donc ça, c'est le point central. Il y a forcément une notion de création artistique. Comment tu crées tes mouvements? Est-ce que tu sais à l'avance quel move tu vas poser? Est-ce que tu te fies seulement à la musique? Comment tu crées tout ça? Ouais, en break, la créativité, c'est important parce que nous, justement, en battle, on n'a pas le droit de recopier.
On apprend tout un ensemble de bases, ce qu'on appelle des fondamentaux. Le but, c'est de partir de ça et de pouvoir créer et en fait de faire des choses qui te ressemblent. On parle de mouvement signature. Pour créer, ce qui est bien dans le break, c'est que l'inspiration, tu peux la trouver partout. Comme il n'y a pas de règles, en fait, c'est à toi de développer à ta manière. Quand je vais être en battle, je sais déjà ce que je vais faire. Il y a ce qu'on appelle des codes. J'ai des petits bouts d'enchaînement, je sais que je vais placer ça et ça à tel moment. Par contre, tous les moments de transition, comment je vais les connecter et aussi comment je vais rentrer sur scène, ça par contre c'est du freestyle et je pense que c'est important de garder ces moments spontanés où tu peux connecter parce que ça se ressent et ta danse elle s'apprécie d'une autre manière. C'est vrai que maintenant que les compétitions se développent de plus en plus, le format il devient de plus en plus exigeant, donc on voit beaucoup plus de personnes écrire leur passage, là où peut-être avant on avait beaucoup plus de place pour le freestyle. Et par exemple, il n'y a pas longtemps sur un battle, j'ai pu justement sortir de ça et je crois que c'est une des victoires que j'ai le plus savouré parce que c'était pas une question de performance, de mouvement, d'exécution, mais en fait de me dire purée, sur le battle, je suis en galère, donc là, la seule possibilité pour moi, en fait, c'est de vivre le truc. Et ça a été une difficulté, en fait, qui m'a amenée à faire quelque chose que je trouve super important et que des fois, on oublie. Du coup, tu décrirais comment ton style de danse ? Voilà, mon style, déjà, un point important, je dirais élégant. Le premier truc qu'on m'a dit quand j'étais petite, c'était une fille et tu ressembleras pas à un garçon. On est dans une discipline qui est assez masculine et au final, quand j'ai commencé, on avait très peu de références féminines ou alors quand il y en a, justement, elles sont tellement entourées de garçons qu'elles vont prendre leurs gestes, leur posture et j'ai adoré ce conseil. Au final, il m'a guidée dans ma carrière parce que ça a été de me dire, ok, regarde à l'intérieur de toi, qu'est-ce que t'as et fais-le sortir d'une belle manière. Donc j'aime avoir ce côté technique, j'adore tous les mouvements techniques et plus acrobatique parce que ça me fait dépasser mes limites en fait, j'ai besoin d'exprimer cette force là et de le mêler justement avec cette élégance, ça c'est ce qui me définit. C'est vrai que quand on te regarde danser, c'est vraiment l'élégance qui ressort parce que quand je regarde d'autres big girls danser, peut-être dire ce que c'est les danseurs, tu diras mieux que moi, mais en gros les danseuses de break s'appellent les big girls et les hommes s'appellent les b-boys. Voilà. Quand on regarde des big girls danser, la plupart ont un regard, alors je dirais pas de défi, mais un peu dans l'adversité. Et toi, quand tu danses, tu souris. Tu souris tout le temps. Et c'est vachement... En fait, tu te démarques vachement grâce à ça. Merci. Mais je fais pas exprès. Dès que je fais un pas, je souris. Et c'est vrai que les autres ont vraiment... ce côté... Pas tu pars à la guerre, mais tu pars dans cette confrontation-là. Des fois, je sens qu'il m'en manque un peu. Des fois, je suis trop gentille, je sais pas. On va me provoquer et moi, au lieu de ça, je vais envoyer un bisou, je sais pas. Souvent, je fais ça. Et c'est vrai que c'est mon caractère. Et au final, j'en suis assez fière. Mais oui, c'est ton style et vraiment, tu te démarques grâce à ça. Donc, garde cette patte-là. En tout cas, c'est agréable à regarder. T'as des origines cubaines. Ça t'influence pour ta danse, finalement ? Mes origines, elles ont eu un gros impact. Justement, je crois que ça a été le premier outil pour faire dégager cette féminité-là, inclure des pas de salsa. Aussi, je pense dans ma posture. Je crois que pour moi, les cubaines, elles ont déjà cette élégance. Je me rappelle en marchant à l'INSEP, une cantinière en fait qui est cubaine et je n'ai jamais vue et qui est venue me voir et elle m'a dit « Mais toi, t'es de Cuba ?» J'ai dit oui. Elle m'a dit ça se voit juste dans ta posture. Et j'avoue que j'étais fière à ce moment-là. Mais donc oui, je pense que ça vient aussi de là. Et même mon nom, quand j'étais petite, mon coach il m'appelait Señorita Carlota. Au début, je le boudais, j'aimais pas trop. Déjà, c'était long. mais au final, j'en suis assez fière. Parce que c'est mon identité. En grandissant, je pense que je l'ai un peu écarté parce que quand tu grandis, tu te poses encore plus de questions, tu deviens timide et tu oses moins. Et aujourd'hui, je me raccroche à ça pour justement m'exprimer, oser et me singulariser encore plus. Et je sais plus si tu l'as dit, mais vous êtes jugé sur 5 critères. Peut-être tu peux les rappeler d'ailleurs.
Ouais, les 5 critères sur lesquels on est jugé, c'est la technicité, l'originalité, la musicalité et l'exécution. Il y a pas longtemps, je parlais avec un b-boy qui disait que lui, avant d'être danseur, il est musicien. Finalement, il était beaucoup plus à l'aise debout, à sentir la musique et à faire des moves debout plutôt que à terre. Et il danse tout aussi bien que quelqu'un qui danse tout le temps à terre, quoi. C'est super intéressant de voir que chacun a sa singularité et c'est vraiment la liberté du break qui parle, quoi. C'est super important que chacun vienne avec, ouais, justement, avec ce qui le démarque. Aujourd'hui, justement, on a de plus en plus accès aux vidéos. C'est-à-dire qu'il y a un battle, dans l'heure, t'as déjà le récap du battle, t'as déjà la vidéo du gagnant. Ça nous impacte beaucoup parce que sans même vouloir copier, en fait, c'est des choses que tu vois et que ton cerveau, il imprime. Donc quand tu retournes à l'entraînement, t'as l'impression de trouver un chemin, mais en fait, au final, c'est des choses que t'as déjà vues. Et ça, faut faire vraiment attention, nous, en tant que danseurs, parce qu'avant, à l'époque, justement, t'avais chacun avait sa spécialité et venait apporter sa patte dans le groupe. Et aujourd'hui, au final, on tend vers le b-boy type, quoi. Le b-boy ou la b-girl type, où on est très complet. Au final, on sait faire beaucoup plus de choses, mais on se démarque moins. Est-ce que ça vient du fait qu'aux Jeux Olympiques, il me semble que les 5 critères sont évalués avec le même coefficient, on va dire, alors que sur d'autres compétitions, il y a un critère qui est plus évalué que d'autres, et du coup, peut-être que les danseurs sont de plus en plus obligés d'être polyvalents. Ouais, les jeux, ça a vraiment amené à valoriser un type de break. Au final, on part bien sur la manière dont on crée le système de jugement, c'est-à-dire qu'on met plusieurs critères, donc il y a cette volonté de valoriser tous les éléments. Après, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire sur comment on l'utilise, parce qu'au final, un battle, c'est en question-réponse, donc t'as pas le temps. Il y a des juges qui utilisaient pas tous les critères, en fait. Il y en a qui se concentrer majoritairement sur la technique et l'exécution. J'aime très bien ce terme, le lazy judging. En fait, au final, tu juges facilement, quoi. Ce qui est le plus facile à comprendre. Sauf que de la technique, c'est pas que des accros. Il y a des mouvements, des mouvements où dans ta recherche et ton exécution, en fait, t'as pas besoin de faire des acrobaties pour que ce soit technique. Et ça, c'est important à juger. Et ce qu'on perd aussi dans ce jugement-là, avec ces critères, c'est la spontanéité. Dans ce lazy judging, tu as aussi le côté contenu. Justement, il y a 5 critères, donc on va chercher à ce qu'on soit polyvalent, qu'on soit complet. Et là où sur un battle traditionnel, en fait, tu as ce côté, tu as le moment. Je peux venir rentrer, faire une entrée qui fracasse, il y a tout le public qui se lève, et je sais que j'ai pas besoin de continuer. J'ai remporté la foule, j'ai eu mon moment impactant, et ça pèse. Et dans des compétitions là, non. On va chercher limite la quantité de mouvement. Plus ton passage est long, plus il est consistant, plus c'est bon. Mais en fait, c'est pas forcément ce qui est le mieux. Des fois, on s'ennuie. Des fois, il n'y a rien d'impactant. Et c'est ça où il faut faire vraiment attention. C'est cool parce que ça nous amène à un autre niveau d'exigence. Mais est-ce que c'est aussi impactant et aussi touchant surtout? Peut-être pas. Par rapport à l'apparence que tu vas avoir quand tu vas monter sur scène, est-ce qu'il y a un règlement par rapport aux tenues que tu vas avoir? J'imagine que ça a un impact aussi. C'est hyper important. On n'a aucun critère sur ça. Mais on va remarquer la majorité des danseurs ils s'habillent large et c'est pas juste pour avoir ce côté streetwear et bad boy, pas du tout. C'est vraiment pour donner une intention au mouvement de fluidité. Ça n'a rien à voir si je fais un mouvement en legging et si je fais un mouvement en jogging large. Ça vient accompagner le mouvement et visuellement c'est beaucoup plus beau. Donc t'as déjà ce côté-là pour accompagner le mouvement et après t'as le côté personnalité. Tout autant dans ta danse où tu vas chercher à te démarquer, ça passe aussi par les vêtements. Je me rappelle pour les jeux, ça a été une grosse question parce qu'au final, c'était le coq qui venait nous habiller. C'était un challenge d'en retrouver la personnalité du danseur et aussi il y avait des choses imposées entre guillemets parce que là tu fais partie de l'équipe de France, donc il y a un code couleur et il faut qu'on puisse être
reconnaissable. Et donc, ouais, je me rappelle, il disait, ben voilà, il disait ce code couleur est obligatoire. Je disais, oui, mais moi, quand je choisis ma tenue pour aller sur scène, je choisis justement qu'est-ce qui me démarque des autres. Et au début, j'y croyais pas. Au début, je me suis dit, purée, on va tous ressembler à la même chose. Et au final, ça a été super. Sur scène, chacun avait une tenue dans laquelle il pouvait s'identifier. Et ça, c'était super. C'est quoi ta tenue vraiment de scène? J'avoue que ça change souvent. Autant que ta danse, elle va évoluer avec le temps, ben, je pense que tu te cherches aussi dans le style. Mais je dirais que ma tenue type, c'est un jogging et une chemise. Justement, la chemise, elle vient casser ce côté streetwear, ramener ce côté élégant. Mais tout dans ce côté, ouais, au final, break, urbain. Mais parce que là, dans la tenue, tu parlais du fait que ça accompagnait tes mouvements, mais il y a une question aussi pratique par rapport à tes mouvements. Par exemple, la chemise, c'est très bien, mais est-ce que ça peut te porter préjudice dans certains mouvements, par exemple? C'est pas une chemise cintrée après, donc faut bien choisir. Ça m'est déjà arrivé, parce qu'en fait, moi, je teste pas mes tenues avant. Ah, c'est la surprise. Ah ouais, parce qu'en fait, moi, dans ma tête, ma tenue, elle est dédiée au battle. Donc souvent, je la teste pas. Et ça m'est déjà arrivé en battle, mais en fait, ma chemise, elle était hyper loose. Donc en fait, elle est revenue recouvrir toute ma tête. On voyait toute ma brassière. Mon coach, il m'a vu venir pour les jeux. Il m'a dit, tu testes ta tenue. Et heureusement. Mais ouais, en fait, il faut choisir le bon équilibre entre confortable et stylé. On parle parfois de art athlète, qui est un mixte entre artiste et athlète. Est-ce que toi, tu te retrouves dans ce mot? Oui, je m'y retrouve totalement. Je pense que justement, dans l'aventure au jeu, j'étais vraiment une athlète. Et maintenant que c'est passé, j'ai envie de me reconnecter à l'art. Mais dans tous les cas, l'un ne va pas sans l'autre. Les moments où justement c'est dur dans l'entraînement, dans ton parcours, mais c'est un peu ce qui nous sauve dans notre discipline. Parce que ce côté artistique de création et d'expression, mais c'est à ça que tu vas te reconnecter en premier. Et c'est trop important. Autant ça fait la beauté de notre discipline, mais autant je pense que c'est ce qui nous anime et ce qui nous ressource. Quand tu dis qu'au jeu, t'étais plus athlète, c'est dans le sens le stress, ça t'empêche d'être artiste? En fait, c'est le format dans lequel on évoluait qui t'amène à vraiment mettre la performance au centre. Déjà, le système de jugement qui change avec les 5 critères. Donc, ce besoin d'être beaucoup plus complet, d'avoir beaucoup plus de matière. Avant, sur une compétition normale, avec 9 passages, tu peux gagner la compétition. Là, il t'en faut au moins 15 pour aller en finale. Donc, il fallait créer. Et je sentais qu'à l'entraînement, je venais pas créer un mouvement parce que j'ai une idée, je veux explorer ce chemin. C'est non, il me faut de la matière. Donc, c'est créer pour créer, ça n'a pas forcément de sens. Et après, ouais, il y a le côté stress. C'est une scène qui est différente. C'est les jeux, c'est pas la même exposition, c'est pas les mêmes enjeux. Au final, quand tu danses, tu viens pas juste représenter toi et quitter. Il faut être honnête, tu viens représenter ton pays. Tu viens représenter aussi tous les sponsors qui ont misé sur toi. Tu as le public qui est là et qui est fier de te voir. Et je pense que vraiment pour les gens, on était tous fiers d'être français. On était tous fiers d'être là. Et t'as pas envie de casser cet engouement. Comment tu fais pour ne pas avoir peur quand tu performes? Parce que, en gros, la danse, c'est quand même un art où tu te libères, tu te laisses aller, c'est de l'impro. Et je me dis, en fait, quand t'es tout seul dans ta chambre, nickel. Mais en fait, quand t'as tous les yeux rivés sur toi et que c'est la compète, bon, tu vas me dire c'est l'expérience, mais comment t'arrives à te libérer? T'as un truc auquel tu penses ou pas? C'est un bon commentaire. En fait, pour moi, danser devant un public, c'est pas du tout compliqué. Dans le sens où j'ai travaillé mes pas et j'ai confiance en ces pas-là. Donc là, j'ai juste à les retransmettre et à les refaire. Par contre, si tu me demandes d'improviser devant un public, là, je vais être en insécurité. Au final, danser en compétition, c'est juste replacer tout ce que j'ai travaillé et qui, je pense, me met en valeur. Quand je choisis mes mouvements, je cherche des mouvements qui me vont bien, qui me font me sentir forte, qui me font me sentir exceller dans ce que je fais.
Et au final, de l'improvisation, je trouve que c'est une mise à nu. Au lycée, justement, quand j'essayais de gratter une salle d'entraînement, je me suis retrouvée à faire du contemporain. Et ça a été la meilleure chose qui a pu m'arriver parce que l'exercice le plus simple, c'était on improvise. Et c'était galère pour moi. C'était horrible. C'est beaucoup plus facile que tu m'apprennes une choré et que je l'exécute qu'au final, regarder à l'intérieur de moi et faire et ressortir quelque chose d'inconnu et en confiance. Ça, c'est plus dur. Et quelle image, toi, tu veux renvoyer quand tu es en train de faire tes performances? C'est compliqué comme question parce que je pense que ton message, il évolue. Je pense que on danse pas tout le temps pour les mêmes raisons. Je dirais que pour les jeux, j'avais envie d'honorer tout le travail qui a été fait. J'ai mis du temps dans ma préparation, ça a été beaucoup de sacrifices. Et justement, je voulais honorer tout ce travail et toutes les personnes qui m'accompagnaient pour pouvoir danser et être fière. Aujourd'hui, je dirais que par exemple, je danse aussi pour me retrouver et me redonner confiance, me donner de la valeur. Il y a d'autres moments où, par exemple, je vais danser plus sur des workshops ou des stages. Je vais essayer de danser pour inspirer, pour donner aussi aux filles une référence féminine et leur donner des outils où elles puissent se reconnaître et peut-être trouver l'inspiration pour elles s'exprimer et leur carrière. Donc ouais, le message, il évolue. Et pendant les Jeux, justement, pendant ta préparation, tu as été suivie par plusieurs coachs, dont Omar. Et je me souviens que tu avais parlé d'un conseil qu'il t'avait donné et qui t'avait particulièrement marqué, c'est « sois funky ». Enfin, c'est marrant comme conseil, mais n'empêche que... est-ce que ça résumait bien le mood dans lequel tu voulais être pendant les Jeux ? Ah ouais, mais totalement. Moi, ma préparation avec lui, c'était un bonheur. C'était arriver à la salle, se mettre devant le miroir, mettre des musiques funk, mettre des musiques jazz, des trucs qui n'ont rien à voir. Et en fait, se déconnecter de la performance, mais se reconnecter à la danse. Donc ce conseil-là, c'était exactement ce qu'on avait besoin dans cet environnement-là. Et on a tous besoin de quelqu'un d'un peu fou. Et lui, je pense qu'il l'est. On est tous un peu fous au final. Chacun à sa manière et c'est cette folie-là que j'avais besoin et j'étais contente d'être accompagnée par lui. Est-ce que les pays ont leur propre spécificité ? Par exemple, une nation serait plus axée technique, une autre plus musicalité. Est-ce qu'il y a ça ? Ça, c'est vrai et on le retrouve. Je pense que ça s'efface de plus en plus avec justement ce qu'on disait du b-boy type et de l'information, à quel point elle va vite. T'as les Asiates qui sont très forts techniquement. Autant les Chinois d'un côté technique, où tu te demandes mais comment ils arrivent à enchaîner tout ça. T'as les Japonais qui sont aussi très forts techniquement mais qui ont une compréhension de la base. Je pense que... toutes les bases, que ce soit sur les footwork, sur la technique, elles sont hyper intériorisées. En France, on se démarque beaucoup pour le caractère et la personnalité. Je pense justement le fait d'avoir accueilli des grandes scènes, on est habitué à cette interaction. On pouvait le voir avec Dany. Autant ça se voit pas trop avec moi, où moi je suis très polie en battle, mais Dany c'est celui où je lui ai toujours dit mais j'aimerais pas tomber comme toi, t'es chiant. il parle beaucoup et en fait il va te gagner sans danser. Son art, au final, c'est la manière dont il va communiquer avec toi, où il va jouer avec la musique, il va jouer avec ce que t'as fait, il va jouer avec le public, il va te faire des blagues en dansant, et ça, les Français, on est très forts, on est très détestés pour ça, parce que justement, on perturbe et on est chiant, et c'est notre force aussi. On parlait du fait que vous improvisez quand vous arrivez sur le battle et que vous connaissez pas la musique. Tu as dit ça tout à l'heure, et que tu savais à peu près quel pas tu allais faire, les enchaînements. Et j'ai vu en fait que, en lisant un petit peu sur le break, que le DJ, il doit bien suivre le danseur. Donc est-ce que lui aussi, il se connecte à vous et il va varier sa musique en fonction de ce que vous faites ou pas ? En fait, le DJ, il doit être super attentif parce que déjà, souvent, nos battles, c'est en 2 passages. Et donc 2 questions-réponses. Donc,
quand le premier round est fini, la musique change. Donc justement, il doit être connecté pour changer au bon moment. Et souvent aussi, il appréhende un peu nos mouvements. C'est-à-dire que quand il voit que je vais faire un freeze, ça se peut qu'il n'y ait pas forcément un accent sur ce moment-là, mais lui, il va scratcher. Et en fait, comment dire, la musicalité, elle vient aussi grâce à lui. T'as parlé de freeze. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Ouais, je pense que c'est bon de faire un petit rappel parce que c'est vrai que j'ai lâché des mots comme ça. Donc un freeze, c'est une position qui est arrêtée. On a parlé aussi de footwork. Les footwork ou passe-passe, c'est tous les jeux de jambes, du coup, les mouvements de jeux de jambes qu'on va faire au sol. Les power moves, c'est tous les mouvements en rotation. Quand tu vas me voir tourner sur la tête, sur le dos, sur les mains, ça c'est des power. Des tricks, c'est des enchaînements de freeze, des enchaînements de positions arrêtées. Et les top rock, on appelle ça aussi des mouvements de préparation. C'est tout la danse qu'on va faire debout avant de descendre et d'introduire les pas au sol. Il y a un truc que je savais pas, c'est que le DJ s'adapte à vous, en fait. J'étais convaincue que c'était le danseur qui s'adaptait totalement à la musique. Je pense que c'est les deux, non? Ouais, au final, c'est les deux parce que lui, il envoie et moi, ce que j'ai prévu de faire, il faut que je le fasse sur la musique qu'il me propose. Et après, il est libre aussi de connecter avec nous. Dès qu'il sent qu'il y a un moment fort qui va arriver et connecter avec la musique, lui, il va pouvoir l'amplifier aussi. Ouais, le DJ, il a vraiment un rôle primordial, quoi. Il vient aussi installer la dynamique du battle parce que c'est pas la même chose suivant le son, l'atmosphère qu'il y a, ça va tout changer. Mettre un son, je sais pas, un peu plus dynamique ou des classiques que tout le monde connaît déjà, avant même d'avoir dansé, t'as toute la salle qui s'enflamme et là tu te dis, faut que j'assume parce que tout le monde connaît la musique, donc si je prends pas l'accent, ça craint. Donc ouais, il vient vraiment mettre l'ambiance. T'as déjà été déçue d'une musique? Genre tu rentres dans le cypher et tu dis off. J'ai déjà été déçue, surtout des musiques que je connaissais pas, justement un classique. Je le connaissais pas et là déjà c'est la honte, tu connais pas un classique. Mais en plus, ouais, c'était pour les systèmes des jeux, donc moi j'étais côté rouge, le côté rouge est obligé de commencer. Et en fait, je comprenais pas la musique. C'était des paroles et le VPN il était hyper rapide et je savais pas par où le prendre. Mais en fait, je me suis dit, en fait, juste vas-y parce que là, j'avais l'obligation de rentrer. C'est pas comme un autre battle où peut-être je peux attendre que la musique, elle évolue. Je sais pas, faire un petit jeu de scène, une petite distraction. Ah non, là, j'avais pas le choix de rentrer. Et ça, c'est dur. Et est-ce que tu regardes à l'avance qui va te juger pour t'adapter un petit peu ou pas? Certains danseurs le font. Moi, je le fais pas. Je le fais pas forcément, mais beaucoup le font parce que, au final, chaque danseur a une compréhension différente de la danse. Donc, c'est vrai qu'il y en a qui prennent même pas la peine de se déplacer si le jury ne les plaît pas. Parce qu'au final, ils savent qu'ils vont pas forcément être valorisés. Donc tu peux le voir de deux façons, comme une difficulté à surpasser, où tu dis, je sais que cette personne n'est pas forcément sensible à ce que je fais, mais je vais tellement bien faire et lui prouver que là, il n'y a pas le choix, il faut voter pour moi. Et d'autres où en fait, tu te déplaces pas parce que tu sens déjà une injustice et la danse est tellement personnelle, déjà pour le temps que tu y dédies, mais... ouais, c'est tes mouvements, c'est ta patte. Donc quand quelqu'un vient pas approuver ce que tu fais, c'est dur. En fait, tu le prends même personnellement. Ça va au-delà de la danse, parce qu'au final, tu traduis l'équité et ce que tu as à l'intérieur. Mais souvent, j'aime bien les compétitions qui sont pas à mon avantage. Quand le sol, il est pourri, le sol, il est en pente, les juges, ils m'aiment pas. En fait, j'aime bien parce que... désolée du mot, mais je me dis, on est tous dans la même merde. Franchement, les conditions, elles sont nulles. Donc là, c'est celui qui va le mieux se débrouiller avec ce qu'il y a. J'adore ces compétitions-là. Donc toi, t'as vraiment aucun problème avec le jugement et tant mieux finalement dans ton domaine. Ouais, bon après quand on vote pas pour toi et tu sens que t'as gagné, c'est dur, hein. Oh, c'est vraiment dur. On est tous à l'avoir fait, à se dire mais... c'est pas correct, ou je vais arrêter, ou tu sais quoi, je me déplace plus dans ce genre de battle, mais on revient toujours parce que je pense que c'est un peu la folie de l'artiste où t'es tellement passionné par ce que tu fais et convaincu et t'as envie que quelqu'un le mette en valeur et tu reviens dans cet espoir-là.
Depuis le début, en fait, on voit que c'est un savant mélange de liberté. Malgré tout, il y a une part de calcul parce que voilà, il y a la notion de juge, et je crois que c'est ce vers quoi tend aussi la Fédération française de danse dans votre accompagnement, c'est aussi de minimiser un maximum la part de hasard le jour J. C'est-à-dire que effectivement, la Fédération de danse, elle vous accompagne dans vos projets olympiques, dans les compétitions internationales. Là, il y a des critères méga précis. C'est vrai que, par exemple, l'analyse vidéo va être importante, les datas vont être importantes. Donc, en fait, c'est vraiment un mélange de données précises et de liberté. Votre sport est vraiment atypique. Ouais, mais totalement. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des compétitions avec le même adversaire où moi je fais les mêmes mouvements. Ça m'est déjà arrivé de gagner 10 euros et après de perdre 10 euros. Donc ouais, comme tu dis, on travaille pour anticiper au maximum tous les éléments, mais aucun battle se ressemble. Et c'est ça qui est beau aussi, c'est que rien n'est prévisible. Quand l'entrée du break dans l'olympisme a été annoncée, ça faisait tout de suite entrer une discipline qui était vraiment à part, qui était vraiment plus un art avant toute chose, dans une structure, dans une réglementation, bref, dans un domaine où les gens n'avaient pas l'habitude de répondre à autant de consignes, quoi. C'est pour ça qu'il y a eu débat quand le break est rentré dans l'olympisme. Certains étaient totalement contre. Et toi, t'as accueilli comment la nouvelle ? Quand le break est rentré au jeu, bon déjà j'étais contente. J'étais assez ravie. En fait, avant les Jeux, moi j'ai fait les Jeux Olympiques de la jeunesse. Donc ça, c'était au final notre première expérience olympique à une autre échelle. Et ça, c'était arrivé super vite. En fait, on n'a pas eu le temps de se poser des questions. On nous a dit, c'était vraiment plus du bouche à oreille. Bah, le break est là. Ça, c'est les qualifs. Donc en fait, tout s'est fait. Je suis arrivée au JOJ et je crois que j'ai même pas eu le temps de réaliser ce qui se passait. Donc quand on a enfin annoncé l'entrée au JO, c'était une opportunité énorme pour moi, parce que déjà tu rentres dans la cour des grands, et on avait 4 ans pour se préparer et monter le projet. 4 ans, ça peut faire beaucoup, surtout nous on a une compétition tous les week-ends, là tu dis j'ai une compétition dans 4 ans, j'ai 4 ans pour la préparer, c'est quelque chose d'assez atypique, mais en fait ce qu'on se rend pas compte c'est qu'on a dû rentrer dans un monde qui était complètement inconnu. Tu rentres dans une institution sportive. Dans le sport, ouais, t'as toutes ces institutions qui sont là depuis des années, il y a une manière de fonctionner, et en fait, des choses qu'on connaît pas, juste les clubs. Nous, on n'a pas de club dans le break, d'un coup, on a une fédération. Comment ça marche ? C'est quoi ? Qui fait quoi ? Ils servent à quoi ? Et donc, en fait... T'avais cette question justement qui se posait de légitimité, mais aussi de comprendre l'environnement. Donc on devait venir et faire comprendre qui on est et comprendre comment ça fonctionnait. Donc ouais, il a fallu s'intégrer dans cet univers-là en même temps qu'on devait le comprendre. Ça a été intense. Et comment ça s'est passé pour toi, cette expérience aux Jeux Olympiques ? Si je parle juste des épreuves, les Jeux, c'était trop bien. Je crois que c'est la compétition où j'ai eu le moins de pression de toute ma vie. Au final, j'attendais tellement ce moment-là que pour moi, j'avais pas le droit de le gâcher. J'avais pas le droit de me mettre la pression. Ouais, c'était impossible. À chaque fois qu'on me demandait c'est quoi tes objectifs pour les Jeux, je répondais toujours, moi je veux arriver et m'exprimer en tant que danseuse. C'était important pour moi dans mon discours, au final pour les autres, mais je pense surtout pour moi. De rentrer dans ma tête que je venais pas justement pour performer et exécuter, je venais pour me réaliser en tant que danseuse, y aller et être fière de moi, d'apprécier, de savourer mes mouvements, de me sentir fière de ce que je fais. C'était surtout ça l'objectif. Et franchement, les Paris 2024, ils ont géré la scène, elle était incroyable. Le public, mais qu'est-ce qui nous a bien accueillis. Et en fait, j'avais l'impression que la scène, c'était mon cocon. Au final, c'était ma zone de sécurité. Elle était trop bien. Et j'avais pas envie de quitter cette scène. Et ça, vraiment, j'en garde un trop bon souvenir. Aussi, le fait qu'il y ait mes proches, qu'il y ait ma famille. Parce que je pense qu'en tant qu'athlète, tu choisis un parcours professionnel qui est assez atypique. Et on ne te comprend pas forcément dans tes choix. Tu as un rythme qui est à part, qui est différent. Et les Jeux, c'est le moment où en fait tout le monde se réunit
pour voir ce à quoi tu te dédies depuis des années. Et c'est le moment de rassembler tout le monde et de célébrer ce que tu fais. Et ça, c'est vraiment précieux. La préparation, elle a été longue. J'avoue que le lendemain des Jeux, j'étais contente. J'étais contente de pouvoir terminer cette étape-là. Ça a été hyper intense. Ça a été beaucoup de changements, beaucoup d'implications. Franchement, il y a des moments où ça a été dur. Ma sélection, elle n'a pas été facile. Et quand j'ai fini mon dernier passage de sélection, je me rappelle, je perds en top 32, je perds tôt dans la compétition. Et j'étais pas forcément dégoûtée. Je me rappelle ma mère qui est venue me voir. Ma mère était tellement stressée qu'elle est venue à la fin de la compétition. Donc elle me disait oui, je viens te soutenir, c'est pas vrai. elle vient me soutenir dans son devoir de mère et parce qu'elle a envie de me voir réussir. Mais elle aussi, elle est stressée pour moi, elle est exténuée. Donc quand elle arrive à la compétition, je me rappelle lui parler, elle me répondait à côté, elle était pas là. Genre vraiment, elle était assommée par le stress. Et je me rappelle de ce moment de lui dire mais maman, je vais bien. À ce moment-là, on savait pas si j'étais sélectionnée ou pas. Peu importe les résultats, j'ai un poids en moins sur mes épaules et ça fait du bien. J'ai vu une vidéo où ta mère dit « C'est dur d'être ta mère ». Ah oui, c'est clair, ouais. Mais ah oui, ma maman, je pense qu'elle aussi, elle a encaissé de ouf. Elle a encaissé et en fait, elle me le dit aujourd'hui, elle me le dit clairement. Elle me dit, en fait, c'était comme un boulot de devoir t'accompagner. Elle-même, elle a adapté son travail. Elle travaille dans un magasin bio et je sais qu'elle le faisait aussi pour être plus disponible pour moi, pour avoir plus le temps de m'aider et d'agir si jamais j'avais besoin d'aide. Je sais que dernièrement, j'ai eu beaucoup d'occasions de croiser d'autres parents d'athlètes. Et c'était trop mignon parce qu'ils sont venus avec justement cette question de nous dire on essaie tout pour notre enfant pour qu'il se sente bien, mais en réalité, on ne sait pas comment s'y prendre. Et moi, ce que je leur disais, c'était d'être à l'écoute. En fait, au final, nous, on a besoin de nos parents. Je me rappelle des fois perdre une compétition et ma mère qui essaye de m'aider, qui me dit mais pourquoi t'as pas fait ça? Tu devrais essayer ça. Et moi, lui dire mais maman... Là, j'ai juste besoin de ma maman, fais-moi un câlin et tout. Le reste, on verra après. Mais ouais, on a besoin d'écoute. Est-ce que c'est pas un petit peu rageant maintenant que tu as fait les Jeux de te dire qu'il n'y aura pas de prochaine Olympiade pour le break? Franchement, en toute honnêteté et toute sincérité, on est content. En fait, on est content parce que c'est une pause dans tout ce stress. C'est énormément d'enjeux et je crois qu'on avait besoin de souffler. L'expérience, elle m'a fait grandir, mais justement, là, c'est juste ces 2 dernières années, j'ai l'impression d'avoir pris 10 ans de vie, autant dans mon corps, physiquement, et autant mentalement. Et par contre, je suis triste pour les nouvelles générations, parce qu'on a pu vivre quelque chose de super intense et j'aurais aimé que eux aussi, après avoir rêvé, qu'ils puissent avoir l'opportunité d'y aller. Peut-être que dans le futur, on retournera, peut-être à Brisbane, ça se fera, mais on avait besoin de cette pause, autant pour nous en tant que danseurs, mais aussi pour la discipline. Se retrouver, remettre les bonnes priorités au sens, parce qu'au final, on a dû construire quelque chose très vite, dans un milieu qu'on connaissait pas, et des fois au détriment des danseurs et de la discipline. Et si on continuait comme ça, j'ai peur qu'on se perde. Aujourd'hui, ce qui me rassure, c'est quand je vois les danseurs dans l'après-jeu, on est tous fatigués. On passe tous par la même chose. Donc ouais, faire respirer un peu le break et les athlètes. Petite parenthèse par rapport au jeu, il y avait une breakdanseuse australienne qui s'était fait pas mal moquer sur les réseaux sociaux par rapport à sa technique de danse parce qu'elle représentait des animaux. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de tout ça? Moi, le premier truc, j'étais hyper triste pour elle. J'étais hyper triste de voir comment le grand public s'est acharné sur elle. Je m'attendais pas à voir autant. Elle a pris 200 000 abonnés. Il y a des médaillés d'or qui n'ont pas pris autant, qui n'ont pas eu la même visibilité. Donc avant même de penser à moi, à ma discipline, je me suis dit, purée, c'est lourd, j'espère qu'elle va bien et qu'elle va continuer de danser. Ensuite, en tant que danseur, peu importe ta prestation, au final c'est de la danse, c'est ta proposition. On a toujours quelqu'un qui est décalé, qui est expérimental,
Mais ici, c'est des goûts et des couleurs. Donc, peu importe ce que tu fais, que ça me touche, que j'aime ou que j'aime pas, c'est ta proposition et je la respecte. On est ici pour danser et pour s'exprimer. Aujourd'hui, je suis un peu triste et frustrée que, en fait, on ait retenu ça. Je me rappelle justement toutes les questions où on me demandait un peu sur la légitimité du break au jeu. Ah ouais, moi je disais non mais de toute façon, rendez-vous aux épreuves, vous allez voir, vous serez tous d'accord. Oh purée, ça s'est pas passé comme prévu. Oh non, c'est pas du tout ce qu'on a retenu. Et en fait, on voit même aujourd'hui, sur des vidéos de break qui deviennent virales, on a des gens qui commentent ouais, mais lui, pourquoi il était pas au jeu? Et en fait, si, tu viens de commenter la vidéo du médaillé d'or. Et les gens ne savent même pas. Ça montre à quel point, justement, ça a effacé tout le reste. Mais je pense qu'au jeu, en fait, au-delà même de l'australienne, je pense que, par contre, on a loupé une opportunité médiatique parce qu'au final, beaucoup de gens n'ont pas réussi, même au travers des épreuves, à comprendre le break. Et c'est pas de leur faute. Déjà, c'est de la danse, donc t'as une proposition qui est personnelle. Dans le jugement, on l'a fait évoluer pour apporter des critères, que ce soit plus compréhensible, mais on l'a pas retransmis du tout. En fait, sur les jugements, on voit rouge-bleu, donc on comprend qui est le gagnant, mais on t'explique pas pourquoi. Et je pense que ça a été aussi un travail manqué des commentateurs, où justement... explique bien qu'est-ce qui est en train de se passer. Il fait ce mouvement pour telle et telle raison. Il a choisi de valoriser sa performance dans ce sens-là. Il a gagné. Les jurys ont voté pour lui parce qu'ils ont valorisé tel aspect. Ça n'a pas été fait. J'ai des athlètes des amis qui se moquent de moi parce que justement, dans une des vidéos qu'a partagé France Télé, sur les commentateurs, les commentaires, c'est qu'est-ce qu'elle est belle, Carlotta, qu'est-ce qu'elle est élégante, elle est jolie. Et du coup, ils se moquent de moi, ils me disent oh, t'étais jolie au jeu, hein. Qu'est-ce que t'étais belle. Ouais, en fait, c'est la seule chose qu'on a pu dire sur ma prestation, alors qu'à ce moment-là, au lieu de ça, il aurait fallu expliquer ce que je faisais. Et dernièrement, t'es allée au championnat du monde jeune à Porto en tant qu'encadrante. Tu faisais partie d'un encadrement de 4 personnes. C'était la première fois que tu étais coach. T'en as retiré quoi de cette expérience ? Franchement, c'était trop cool. Je crois que déjà, j'ai pu ressentir ce que mes entraîneurs ressentent quand ils m'accompagnent en compétition. Je me rappelle prendre mon téléphone, envoyer un message direct à ma prépa physique et à ma mère, et leur dire « Je comprends votre stress ». Comment vous faisiez pour rester aussi serein? Bon, pas ma maman, elle est restée pas sereine. Et en fait, je crois que ce qui m'a le plus préoccupée dans ce championnat, c'était vraiment que eux se sentent bien. Je m'en foutais qui danse bien, qui danse mal. Le plus important pour moi, c'est qu'ils puissent s'en aller de cette expérience en étant fiers d'eux et surtout pas vivre d'injustice. C'est horrible quand... tu veux faire quelque chose et ça sort pas comme tu voulais, quand tu penses avoir gagné et qu'on te fait perdre. C'était hyper important pour moi qu'ils vivent ces épreuves dans les meilleures conditions et qu'ils repartent fiers d'eux. Ça, c'était vraiment le plus important. Cette opportunité, vraiment, je l'ai chérie à fond parce que j'étais avec des coachs que j'admire vraiment, déjà en tant que personne, mais en fait pour leur parcours, et j'avais l'impression d'apprendre dans les meilleures conditions. Je pense que les jeunes de cette équipe de France, ils étaient hyper bien accompagnés. Donc ça m'a autant apporté à moi au final. Parce qu'il faut le rappeler, les danseurs, l'équipe de France, c'était des danseurs entre 12 et 14-15 ans. Donc c'est vraiment jeune. Donc je trouve ça tellement important qu'ils soient bien entourés, bien encadrés. Et qui plus est, qu'il y ait une femme dans l'encadrement parce qu'en fait, les coachs sont quand même majoritairement des hommes. Et mine de rien, moi, je me souviens avoir vu une photo de toi le jour du battle où tu étais en train de faire une tresse dans les cheveux à une petite big girl. Et j'ai trouvé ça trop mignon. Et n'empêche, ça fait du bien de voir tout ça, quoi. Je pense que c'est important, on le voit dans toutes les équipes de grands athlètes, il y a toujours un homme, une femme, mais ça peut être dans des rôles différents, ça peut être un coach homme, une kiné femme. Moi j'avais mon coach et ma préparatrice physique. Moi j'ai toujours eu des coachs hommes et
Et des fois, justement, on pense que parce que c'est des hommes, ils vont être beaucoup plus exigeants et beaucoup plus durs. Ma prépa, elle se moquait de moi. Elle me disait, mais tu le mènes par le bout du nez, tu sais. Elle me disait, tu sais, comme sa fille et son papa, où tu vas lui faire les yeux doux. Et dès que j'étais fatiguée, ah ouais, il prenait pas de risque. Bon, ben, t'inquiète pas et tout ça. Et en fait, c'était le contraire. C'était ma prépa, que c'était elle qui me tirait les bretelles. Je pense aussi, pour répondre à des questions, on va pas avoir, du coup, les mêmes préoccupations. Moi, ça, c'est un truc qui me tue. Quand on arrive à une salle d'entraînement, les gars, ils se posent jamais la question. Quand ils ont besoin de se changer, bah, ils se mettent en caleçon et ils se changent. Et moi, à chaque fois, je suis en mode, bon, est-ce qu'il y a des toilettes? Il n'y a pas de toilettes. Comment je fais? Et ça, c'est des questions où, en fait, eux, ils vont pas réfléchir. Et ouais, justement, du coup, on peut anticiper. Donc, c'est trop important d'avoir un staff mixte. Ouais, je pense que ça a été vraiment... ta présence a vraiment été très précieuse, en tout cas, pour ce déplacement. Si jamais quelqu'un qui nous écoute veut commencer le break, qu'elle soit jeune ou moins jeune, comment elle fait? Vers qui elle peut se tourner? Pour commencer le break, déjà, je tiens à rassurer tout le monde. On l'a dit plusieurs fois, dans le break, il n'y a pas de règles. Donc, tu peux venir comme tu es, peu importe ton âge, peu importe tes capacités physiques. En fait, tout le monde est bienvenu. Donc du coup, juste viens, toi, quitter, et nous, on va te guider, nous, on va partager avec toi, on va échanger, on va faire en sorte que tu puisses t'y retrouver et te sentir bien. Pour commencer le break, tu peux y aller au travers de cours, et en fait, tu peux y aller spontanément dans des spots d'entraînement. Ça, c'est un truc qu'on a dans le break et que j'aime bien, où en fait, on peut se réunir dans des spots qui sont ouverts, et juste s'entraîner et échanger. Par exemple, sur Paris, au 104, tu vas y aller, tu vas avoir des b-boys qui s'entraînent. L'été à la Villette, tu vas avoir des b-boys qui s'entraînent aussi sur les sols mis à dispo. Donc ouais, dès que tu croises du break, ne pas hésiter à y aller. Demander, poser des questions et faire. Pour les parents qui voudraient quelque chose de très précis, je crois que la Fédération française de danse répertorie toutes les structures officielles, donc avec le nom, l'adresse et tout. Donc il y a cette possibilité-là aussi. On a quelques petites questions à te poser. Ça s'appelle le dernier tour des confidences. Donc là, je vais te poser des petites questions et tu vas faire des réponses courtes. Si tu devais décrire le break en un mot, lequel ce serait? J'ai envie de dire expression, mais attends, c'est trop évident. Le deuxième mot, c'est liberté. Ouais, expression, liberté. Si les auditeurs devaient retenir 3 noms de moves, lesquels ce seraient? La coupole, Let's Spin et les footwork. Un film ou une série qui parle de break et que tu nous recommandes? Mes références en films de danse, elles sont nulles. Le seul que j'ai regardé, c'est Sexy Dance 4. Donc je ne vous recommanderai pas ça parce qu'il y a d'autres références beaucoup plus importantes dont je ne me souviens pas le nom. Et quand on me demande « Ah, tu l'as vu ?» Je dis « Oui, je l'ai pas vu. » Mais vraiment, ça date de... Parce que quand j'étais petite, dès que j'avais fait mon break, après je m'en foutais. Je regardais pas de danse et tout. Je regardais Disney Channel, après je m'en foutais. Une activité autre que le break que tu pratiques pour le plaisir? La salsa. Ça reste dans la danse, je sais, c'est un peu la triche. mais ça sort complètement de ma zone de confort. Et dernière question, l'objectif ultime de ta carrière? Objectif ultime, quelque chose que j'adorerais, ce serait de pouvoir organiser un battle, un stage, quelque chose à Cuba. C'est pas quelque chose de facile, mais c'est quelque chose qui me fait rêver. Et je sais que si je fais ça dans ma vie, j'aurai le cœur comblé. Il y a du break à Cuba actuellement? Il y a du break à Cuba. Je suis déjà allée, j'ai déjà pu rencontrer des danseurs là-bas. Aujourd'hui, à Cuba, la situation, elle est assez compliquée et de moins en moins accessible. Et du coup, je crois que c'est pour ça que j'ai commencé à la salsa. C'est de me dire, il y a peut-être une partie de mon histoire et de mes origines qui s'éloigne de moi. Donc du coup, ouais, ça devient encore plus un rêve, du coup, de me dire, si je fais ça, c'est stylé et ça représenterait beaucoup. À la fin de chaque épisode, on demande à notre invité quelle question il aimerait poser au sportif ou à la sportive qui sera à notre micro dans l'épisode suivant, mais sans savoir qui c'est. En l'occurrence, notre précédent invité, c'était Émile Amoros, qui est sportif de haut niveau en voile olympique, qui te pose la question suivante. Qu'est-ce qui te motive au fond? Qu'est-ce qui fait que tous les jours, tu as envie d'aller à l'entraînement? Je vais à l'entraînement dans l'objectif de pouvoir atteindre la
meilleure version de moi-même. Me dire, au sortir de ça, je vais me rapprocher le plus que possible à la danseuse que j'ai envie d'être. Et toi, t'as envie de poser quelle question à notre prochaine invité ? Bah justement, qu'est-ce qui t'inspire au-delà de ton sport ? Je cherche des tips. Donc, qu'est-ce que tu fais justement pour t'inspirer et te ressourcer au-delà de ta discipline ? Génial. Et on lui posera. Écoute, magnifique. Trop contente de cet échange. Merci beaucoup, Carlotta. Ouais, merci, c'était génial. On a appris plein de choses sur le break. Merci à vous les filles, vous êtes top. Salut, bisous. Merci d'avoir écouté cet épisode. On espère qu'il vous a plu. On se retrouve très vite pour un nouvel échange qu'on a déjà hâte de vous dévoiler. Pour la suite de l'aventure, si vous souhaitez qu'on aborde un sujet en particulier, n'hésitez pas à nous écrire sur notre compte Instagram Confidences d'un sportif. Vous pouvez nous suivre pour soutenir notre projet et connaître les actualités du podcast. À bientôt!